Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Bien sûr, ce que j'adore dans le dessin animé Wall-E, c'est l'improbable histoire d'amour entre deux robots qui se repassent des vieilles comédies musicales. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette vision d'une humanité qui a abandonné la planète Terre, devenue inhabitable, et traverse l'espace dans un vaisseau gigantesque. Biberonnés au soda sucré et à la consommation à outrance, les humains sont devenus de gros bébés grassouillets qui se déplacent dans des sortes de poussettes en lévitation, surveillés par des robots. Wall-E, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup regardé avec mes enfants, mais qui incarne à la perfection le scénario du pire. Une planète inhabitable, une humanité malade. Je me souviens de ce que disait l'une des précédentes invitées de Chaleur Humaine, l'économiste Céline Guivarch. On peut atteindre nos objectifs climatiques tout en améliorant globalement la santé humaine. C'est ce qu'explique le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat qu'elle a participé à écrire. Et je dois dire que pendant longtemps, ça m'a fait réfléchir et j'ai pas bien compris quel était le rapport. Comment se débarrasser des énergies fossiles pourrait-il nous empêcher de finir comme des inaptes en pyjama qui croient que la pizza pousse sur les arbres ? Récemment, je suis tombé sur le dernier ouvrage du médecin épidémiologiste Jean-David Zeytoun. De prime abord, c'est le titre de livre le plus déprimant qu'on puisse imaginer. Il s'appelle « Le suicide de l'espèce », paru aux éditions de Noël, et explique par le menu comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. En le lisant, j'ai trouvé de grandes similitudes entre les raisons de l'accroissement d'un certain nombre de maladies et les causes du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. C'est finalement ça dont parle le dernier rapport du GIEC un peu. En fait, si on s'attaque sérieusement au problème, peut-être qu'on peut faire coup double, limiter le changement climatique et améliorer la santé humaine. Pourquoi les activités humaines génèrent-elles les maladies les plus dangereuses ? Quelles sont les activités qui ruinent le plus la santé et l'environnement ? Est-ce qu'on peut regagner de l'espérance de vie et une vie de meilleure qualité tout simplement en limitant le réchauffement ? Peut-on mener en même temps la bataille pour le climat et celle pour l'amélioration de notre santé ? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Jean-David Zeytoun est médecin et épidémiologiste et est donc l'auteur de cet ouvrage fouillé et passionnant intitulé « Le suicide de l'espèce ». Il a également écrit une histoire de la santé humaine titrée « La Grande Extension » parue en 2021. Bonjour Jean-David Zeytoun. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors est-ce que d'abord vous pouvez commencer par expliquer pourquoi, comme vous le dites dans votre livre, au niveau global, la médecine progresse mais la santé recule ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La médecine, elle progresse et elle progressera toujours parce que c'est une science ou une technologie ou les deux en même temps qui fait l'objet d'investissements constants parce qu'on a tous envie de vivre mieux et plus longtemps et donc c'est quelque chose qui progressera toujours. La santé, c'est pas pareil parce qu'elle dépend d'autres déterminants que la médecine, notamment notre biologie qui, à l'échelle d'une vie ou même à l'échelle historique, ne bouge pas. Et elle dépend de deux autres déterminants qui sont les déterminants environnementaux et comportementaux. Et c'est là que tout se complique et que les choses se passent moins bien avec certains indicateurs de santé, mais aussi peut-être même la santé dans son ensemble, qui stagnent ou qui déclinent depuis quelques années à peu près. Quels sont ces indicateurs ? L'espérance de vie, c'est le plus connu. C'est celui peut-être qui nous parle le plus, c'est-à-dire c'est la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre à un moment donné. C'est quelque chose qui est assez facile à mesurer en plus d'être parlant et qui, dans pas mal de pays, notamment des pays riches, c'est le paradoxe, est en stagnation ou même en décroissance. Le pays le plus exemplaire dans le mauvais sens, c'est les États-Unis. Ça a commencé avant la pandémie de Covid-19, on précise. Donc la pandémie de Covid-19, c'est un accélérateur ou un accentuateur, mais ce n'est pas la cause principale. Et l'espérance de vie a atteint un maximum en 2014 aux États-Unis avant de décliner ensuite 3 années de suite, puis de stagner, puis de redécliner avec le Covid-19, etc. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays concerné. C'est juste un pays qui concentre les problèmes de façon plus intense, mais c'est des problèmes qui sont occidentaux en particulier et même mondiaux maintenant en général. Et ça, vous l'inscrivez dans votre livre dans une sorte de cette histoire mondiale de la santé, c'est-à-dire on est là dans un moment qui est particulier où il y a une forme de retournement. Jusque-là, on gagnait plutôt de l'espérance de vie, on gagnait plutôt une meilleure santé. On risque là d'être dans un moment où on prend le chemin inverse. C'est possible que ce soit un tournant. Les historiens le diront à nos enfants dans 50 ans. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2010, les choses sont moins claires, c'est-à-dire le progrès qui avait été pratiquement constamment observé depuis à peu près le milieu du XVIIIe siècle n'est plus clair. Puisque depuis le milieu du XVIIIe siècle, en Occident, et puis depuis le milieu du XXe siècle, dans tout le reste du monde, l'espérance de vie progressait à un rythme pratiquement constant de 3 mois par an, c'est-à-dire un quart du temps qui était capturé à n'importe quel moment. Et aujourd'hui,
comme je viens de le dire, avec simplement l'exemple de l'espérance de vie, mais on pourrait prendre d'autres indicateurs comme la mortalité infantile ou comme la mortalité cardiovasculaire. Aujourd'hui, on n'est plus sûr que la santé progresse, on pense même qu'elle ne progresse plus, et on se demande surtout si elle va continuer à progresser dans les 10 ans à venir. C'est pas du tout certain. Alors, dans les risques que vous identifiez dans votre livre, il y en a un qui est très important, qui est la pollution. En fait, les pollutions, si on comptabilise tout, la pollution, c'est 9 millions de morts dans le monde. Comment ça se répartit et de quel type de pollution on parle? On parle de tous les types de pollution, si tant est qu'on puisse les mesurer. Il y a des effets de pollution qui sont assez faciles à mesurer, la pollution de l'eau et la pollution de l'air, ou le plomb. Il y a des effets de pollution qui sont un peu plus difficiles à quantifier de façon précise, comme la pollution chimique. Donc la pollution, c'est un terme général qui veut dire tout ce qu'on transfère à l'environnement et qui endommage les écosystèmes ou la santé humaine. C'est le premier risque environnemental mondial. Le changement climatique, dont vous parlez plus souvent ici, est un risque épidémiologique dont l'impact est pour l'instant limité, même si on s'attend à ce qu'il devienne plus important au milieu du siècle. Aujourd'hui, notre plus gros problème environnemental, c'est de très très loin la pollution, avec 9 millions de morts, dont 90% sont concentrés dans les pays les moins riches, mais 50 000 morts par an quand même en France. Donc c'est pas quelque chose de négligeable, y compris chez nous, même si la pollution de l'air, qui est un sous-type de pollution très important, est plutôt en décroissance en Europe et en France. Alors justement, dans ces sous-types de pollution, comment ça se répartit? Qu'est-ce qui est finalement le plus dangereux, qui cause le plus de décès, le plus de maladies? Parce que quand on parle de pollution de l'air, on parle des centrales à charbon, par exemple, on parle des voitures, mais il y a aussi beaucoup d'autres types de pollution, les pollutions chimiques notamment. Oui, si on schématise, il y a une pollution ancienne, traditionnelle, et une pollution moderne. La pollution traditionnelle, c'est celle de l'eau et de l'air intérieur au foyer. Cette pollution est en baisse dans le monde depuis des dizaines d'années, et elle est encore importante, mais au moins elle est en décroissance parce que c'est une pollution qui est liée au développement. Et donc quand les pays se développent, de façon presque automatique, ils font baisser ce type de pollution. Malheureusement, elle est compensée par une pollution moderne, qui est la pollution de l'air extérieur, ou la pollution chimique, qui, elle, est en croissance dans le monde, et qui, c'est la deuxième partie de votre question, cause les maladies normales, entre guillemets. Ça ne cause pas des maladies flagrantes ou inhabituelles par leur caractère atypique. Ça cause les maladies cardiovasculaires, ça cause les cancers, ça cause des troubles du développement de l'enfant, des troubles hormonaux chez la femme. Donc la pollution cause des maladies dans des proportions qui sont extraordinairement importantes, mais de façon non spécifique. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à reconnaître. Quand quelqu'un a un cancer ou une maladie cardiovasculaire, on se dit pas, ah bah oui, il a un cancer lié à la pollution. On va plutôt chercher des facteurs individuels qui nous sont plus intuitivement accessibles, comme est-ce qu'il fumait, est-ce qu'il buvait, est-ce qu'il mangeait mal, est-ce qu'il était obèse. Et en fait, la pollution, c'est beaucoup de ça. En cardiovasculaire, c'est probablement 16% de la mortalité cardiovasculaire mondiale. Donc c'est 1 sur 6 à peu près. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tant de cancers sont liés à l'usage de la voiture ou aux pesticides ou à tel type on peut le dire, mais on ne le dit pas. On peut le dire, on peut le quantifier, pourquoi on peut le dit l'estimer. pas? Parce que c'est pas quelque chose dont on a pris l'habitude, c'est moins intuitif que le tabac, l'alcool, qui sont des comportements individuels dont on a l'impression qu'ils ont un impact plus immédiat sur nous-mêmes, alors que notre environnement a aussi un impact énorme sur notre vie et notre santé. Alors l'autre grand champ que vous couvrez dans le livre, c'est la question de l'alimentation. L'idée qu'en fait un certain nombre de maladies sont les conséquences de ce qu'on mange tout simplement et de cette alimentation ultra transformée. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'alimentation ultra transformée et pourquoi c'est dangereux pour nous? Alors le risque alimentaire, effectivement, c'est un très gros risque aussi. C'est probablement un peu moins gros que la pollution en termes de taille d'impact, mais c'est très gros quand même. Il y a 3 ennemis principaux dans l'alimentation qui sont les calories, ça tout le monde l'a en tête, les aliments ultra transformés, je vais revenir dessus juste après, et puis aussi les produits chimiques qui sont jetés sur les aliments. Les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui ont été très 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 transformés par rapport à la matière première d'origine. Et donc c'est à distinguer des aliments qui sont entre guillemets juste transformés. Donc le pain, le fromage, les yaourts, ça c'est des aliments qui sont juste transformés, qui ne sont pas ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui ont été encore plus travaillés par des processus industriels, avec une intention de départ qui n'est pas nécessairement mauvaise, qui est de pouvoir nourrir toute la planète, à un coût abordable, avec des conditions de conservation et de préparation qui facilitent la tâche des gens. Le problème, c'est que c'est très mauvais pour la santé, par plusieurs mécanismes. Alors, c'est quoi les aliments ultra transformés? Les chips, les pizzas, les gâteaux très industriels, les repas préparés, entre guillemets. Voilà, tout ça, c'est des aliments qui sont ultra transformés et qui sont très mauvais pour la santé. C'est quelque chose qu'on a identifié tardivement, mais c'est toujours le cas avec l'épidémiologie, c'est que les risques sont identifiés des années ou plus souvent des dizaines d'années après leur émergence.
Enfin, quand on n'est pas familier du sujet, on se dit, est-ce que c'est pas un peu excessif de considérer que des hot dogs surgelés et du Nutella, ça nous menace quasiment autant que, je sais pas, les particules d'une centrale à charbon ou le fait de vivre à côté d'un site chimique dangereux? Bon, on peut les comparer en termes de taille d'impact. L'obésité, c'est 5 millions de morts par an. La pollution, on a dit que c'était 9. Mais l'obésité n'est qu'une partie seulement de l'impact de l'alimentation, puisqu'il y a des maladies métaboliques sans obésité, ou il y a des cancers sans obésité. Donc la taille de l'impact, je pense, est à peu près comparable. En tout cas, elle est suffisamment énorme pour qu'on s'en préoccupe énormément. Je ne crois pas que ce soit excessif. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont conscience et qui se rendent compte que c'est un paradoxe qui est archi cruel, que pendant 200 ans, l'alimentation a été une grande partie de la solution de nos problèmes de santé. Aujourd'hui, c'est devenu un des problèmes lui-même. C'est-à-dire que l'alimentation, ça a été une des causes principales d'amélioration de la santé entre le milieu du 18e et le milieu du 20e. Et aujourd'hui, c'est une des causes principales de maladies au 21e siècle. C'est un retournement qui frappe les gens et ils ont raison d'être frappés par ça, je pense. Sur cette partie-là, sur l'alimentation, quel rôle jouent les pesticides, l'agriculture conventionnelle, les engrais chimiques, qui est un sujet qui est extrêmement débattu, surtout en France, qui est un grand pays agricole, dans l'impact sur la santé? Ce qui n'est pas débattu, en tout cas au niveau scientifique, c'est que ça a un mauvais effet sur la santé. Ce qui est débattu au niveau scientifique, c'est quelle est la part que ça prend dans le problème, puisque ça n'est pas le seul ennemi. Comme j'ai dit, il y a aussi la transformation et les calories. Honnêtement, c'est quasiment impossible de déterminer la part de chaque facteur dans la production des problèmes de santé parce que c'est trop complexe d'analyser les données, y compris sur le plan statistique. Il y a un phénomène que les statisticiens appellent la collinéarité, c'est quand vous avez plusieurs causes qui se combinent pour provoquer un problème, de déterminer la part de chaque. C'est pas grave qu'on ne sache pas déterminer la part de chaque parce qu'on en sait suffisamment pour savoir que c'est un problème et qu'il faut aller vers un type d'alimentation qui soit différente, y compris à l'échelle mondiale. Alors, il y a un autre domaine, par contre, où on peut quantifier, c'est le coût de ces risques-là, le coût de la pollution, le coût de l'alimentation, et notamment pour le système de santé. Dans votre livre, vous abordez cette question-là. Est-ce qu'on arrive à chiffrer combien pèsent ces risques-là dans nos dépenses de santé? Oui, il y a des estimations qui, évidemment, sont frappées d'une marge d'erreur, mais c'est pas grave, je vais revenir juste après pourquoi. Pour la pollution, ça n'est pas quantifié, mais en France en tout cas, mais c'est quantifié par exemple pour la pollution chimique à l'échelle européenne et à l'échelle américaine, et c'est en centaines de milliards d'euros par an probablement. Donc c'est entre 1 et 3% du PIB par exemple en termes d'ordre de grandeur, ce qui est colossal. Pour l'obésité, qui est donc un autre aspect du problème lié à l'alimentation, mais aussi un peu à la pollution, c'est 11 milliards d'euros de dépenses directes par an en France. Mais là encore, c'est une sous-estimation parce que ça ne prend pas en compte les coûts indirects liés à la perte de productivité au travail, par exemple, et ça ne prend pas en compte les autres maladies causées par l'alimentation. Néanmoins, c'est bien d'avoir des estimations parce que ça donne des ordres de grandeur et il vaut mieux une sous-estimation à pas d'estimation du tout parce que quand il n'y a pas d'estimation, les gens pensent qu'il n'y aura pas de problème. Le trait constant de ces données, c'est que les industries qui causent les risques, qui eux-mêmes causent les maladies, détruisent plus de valeur économique qu'elles ne créent de valeur économique. Donc il y aurait une tentation normale de dire qu'on peut accepter une certaine quantité de maladies si jamais ça produit de la valeur économique, parce qu'on a besoin de valeur économique pour sortir les gens de la pauvreté, pour financer les soins, pour financer l'éducation, la justice, etc. Le problème, c'est que c'est pas vrai et que ces industries, encore une fois, avec les coûts totaux qu'elles engendrent ne valent pas la peine, tout simplement. C'est-à-dire que si on leur donnait l'argent et qu'on leur disait « laissez-nous tranquilles », eh ben, il nous resterait quand même de l'excédent. Alors maintenant que vous avez brossé ce tableau particulièrement riant, il faut ajouter, vous en avez parlé, l'impact du changement climatique sur la santé. Vous vous dites aujourd'hui, cet impact, il est encore relatif, mais c'est un risque à venir qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le changement climatique n'est pas un risque spécifique. Le changement climatique, c'est un exacerbateur des autres risques. Alors, il peut avoir des effets directs. Une canicule, ça a des effets directs avec une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, des décompensations respiratoires, etc. Et puis, il y a des effets indirects par la détérioration des rendements alimentaires, par la provocation de nouveaux microbes émergents ou par l'expansion des microbes émergents qui peuvent se déployer sur plus de territoires à cause des changements de température,
par les effets sur la santé mentale, par les effets comportementaux. Quand il fait plus chaud, on a tendance à être plus violent, par exemple. Donc, le changement climatique, c'est une espèce de méta-problème non spécifique qui aggrave d'autres problèmes qu'on a déjà. Mais est-ce qu'on peut savoir malgré tout quel type de maladie risque d'être plus présente avec les trajectoires de réchauffement auxquelles Oui. on peut s'attendre? Alors oui, on peut savoir à l'échelle mondiale, ce qui est très difficile, mais c'est parce que le changement climatique est difficile à préciser, c'est la résolution géographique. Vous savez que la résolution géographique du changement de climat ou même du changement de météo, c'est quelque chose qui dépasse rarement 100 km², je crois. Et donc, savoir qu'est-ce qui va se passer à l'échelle mondiale ou même dans des grandes super régions, c'est possible. Mais savoir ce qui va arriver dans votre département, c'est très, très, très difficile. Je pense que c'est même pratiquement impossible. Pour autant, on a un répertoire de maladies dont la fréquence devrait augmenter à cause de ce réchauffement mondial et du changement de climat en général. Et donc là encore, ça touche beaucoup de maladies, rien de très très spécifique. Et c'est un petit peu ce que j'ai dit. Donc la mortalité cardiovasculaire est augmentée pendant les canicules. La mortalité respiratoire aussi, et en particulier en synergie avec la pollution. C'est-à-dire que si vous additionnez les effets de la pollution et les effets du climat sur la santé respiratoire, vous arrivez à une certaine quantité. Mais la réalité, c'est que quand les deux se combinent, cette quantité, vous pouvez appliquer un facteur 3. Vous faites x3. Ça, c'est un autre exemple. La santé mentale, c'est déjà évident, avec une anxiété anticipatoire, mais potentiellement plus au fur et à mesure que ça va se concrétiser. L'alimentation et les microbes, c'est un sujet majeur. Et après, il y a les comportements, soit à l'échelle un petit peu micro. Quand il fait chaud, les gens sortent plus, les gens conduisent moins bien, les gens boivent plus, les gens se confrontent plus les uns aux autres, ils sont plus nerveux, ils dorment moins bien. Soit à une échelle plus grande, si jamais il y a des grands mouvements de population, ce qu'on anticipe sans pouvoir précisément savoir exactement ce qui va arriver. Alors vous avez parlé des microbes, j'aimerais bien quand même qu'on dise un mot des pandémies, parce que même si l'origine précise de la pandémie de Covid-19 fait encore l'objet de discussions et de débats scientifiques et géopolitiques, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est l'activité humaine qui risque de générer de plus en plus de pandémies ? Oui, c'est déjà le cas. En fait, l'apparition ou l'émergence des nouveaux pathogènes, c'est-à-dire des nouveaux microbes, c'est quelque chose dont on sait que depuis les années 60, ça augmente de façon linéaire. Pas exponentielle, mais linéaire. C'est mesuré depuis les années 60, donc probablement que ça augmentait déjà avant. Mais chaque décennie où on a mesuré les nouveaux pathogènes, les nouveaux microbes qui existent, on s'est aperçu qu'il y en avait plus que la décennie précédente. Au XXIe siècle, il y a eu 4 pandémies en 11 ans, ce qui n'a jamais existé de toute l'histoire de la société mondiale, dont le Covid-19 est l'illustration la plus brutale et la plus massive, avec un excédent de morts en 2 ans de 18 millions de personnes quand même, pour les années 2020 et 2021. Les nouveaux pathogènes émergents partent toujours d'un animal. Il y a toujours un animal au départ d'une histoire épidémique. Et on sait que les nouveaux microbes émergents sont causés par l'extinction des espèces ou la pression qui est exercée sur les espèces, parce qu'on exerce une pression sur leurs habitats. Du coup, les espèces animales se rapprochent des humains et comme les virus sont sous pression parce que la population animale a tendance à se contracter, ils cherchent de nouveaux hôtes. Et quand ils trouvent un humain, c'est super parce que ça leur permet de se répliquer à l'infini. Je précise que les virus ne sont pas des êtres vivants, ce sont des particules qui cherchent à se répliquer de façon extrêmement résistante dans pas mal de cas. Vous avez parlé du fait que, justement, ces risques se combinent, le risque du changement climatique et le risque de la pollution, par exemple, dans le cas de maladies respiratoires. Je me rappelle d'une tribune que vous avez écrite il y a quelques mois dans Le Monde, où vous dites qu'il faut mener de front la transition climatique et une transition épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, la transition climatique, tout le monde, ou environnementale, tout le monde sait ce que c'est. La transition épidémiologique, ça veut dire revenir à des causes de maladies qui seraient plus naturelles et moins anthropiques. Pourquoi il faut les mener de front ? Bon, d'abord, il faut faire les deux. Si on veut avoir un objectif qui soit sain, c'est qu'on doit faire une transition environnementale. Et aujourd'hui, on a trop de maladies qui sont causées par les activités humaines ou industrielles, ce qui revient à peu près au même. Pourquoi il faut les mener ensemble ? C'est parce qu'en fait, elles marchent souvent ensemble. L'alimentation ou les transports sont des très bons exemples qui montrent que comme les causes de nos problèmes sont les mêmes, les solutions sont aussi largement partagées. Le fait d'avoir une alimentation qui serait plus végétale, moins chimique et aussi moins quantitative, c'est quelque chose qui est à la fois plus soutenable sur le plan environnemental et plus désirable sur le plan épidémiologique, c'est moins producteur de maladies. Pour les transports, c'est pareil. S'il y a plus de transports manuels, entre guillemets, et moins de transports par des machines, surtout si les machines sont nourries aux fossiles, ce qui est le cas encore aujourd'hui de façon majoritaire, là encore, c'est quelque chose qui est à la fois bon pour l'environnement et pour la santé. Donc, c'est un nouveau modèle
on le sait, mais on sait que ça va être très difficile à faire si jamais on y arrive. Mais l'avantage, c'est que ça permet de traiter un peu avec un même changement les deux énormes types de problèmes qu'on a, c'est-à-dire un problème environnemental et un problème de santé mondiale. C'est là qu'intervient le terme un peu barbare de co-bénéfice qui est souvent employé par les spécialistes, l'idée que justement on va avoir des bénéfices si, comme vous le disiez, on fait plus de vélo, on va à la fois avoir moins de pollution parce qu'on aura moins de voitures en ville et en même temps les individus seront en meilleure santé parce qu'ils auront exercé une activité physique. C'est la même chose sur l'alimentation. Mais est-ce que ça se vérifie au sens large, c'est-à-dire est-ce que ça a vraiment un impact qui est très important ou est-ce que c'est un peu un argument qu'on se donne pour se convaincre que c'est bien de faire tout ça en même temps? Non, je pense que c'est une réalité avec des avantages supplémentaires. C'est que si on réduit notre recours aux fossiles, le bénéfice sera palpable dans 10, 20, 30 ans. Si on réduit la pollution, le bénéfice est immédiat. Vous allez avoir tout de suite une baisse de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire. Tout de suite. Donc ça, c'est un premier avantage. Et on sait que nos cerveaux ont un peu besoin de ça. Ils peuvent voir à long terme, mais ils ont aussi souvent besoin de sentir à court terme qu'on fait quelque chose et on a en quelque sorte une récompense immédiate. Alors, il faudra communiquer là-dessus, mais c'est une réalité. Les autres avantages, c'est que la transition épidémiologique ne coûte rien, c'est-à-dire que se mettre à marcher ou manger végétal, c'est soit gratuit, soit moins cher que ce qu'on fait. C'est un des rares contre-exemples sur les gradients sociaux de santé, c'est que manger de la viande, ça coûte plus cher que manger des produits frais qui seraient des légumes ou des fruits. Donc premièrement, en termes de coût, et on sait que le coût de la transition environnementale est indiscutable, pour la transition épidémiologique, c'est pas le cas. Il y a pas de coût et il y a un retour sur investissement, entre guillemets, y compris sur le plan économique, qui est rapide. Le dernier avantage de la transition épidémiologique par rapport à la transition environnementale, c'est que c'est non technologique. On n'a pas besoin d'innovation technologique pour la faire. On sait déjà comment on peut la faire parce qu'on a l'histoire qui nous a dit ce qui a déjà marché. Alors que pour la transition environnementale, même s'il y a une partie des solutions qui passent par des solutions naturelles, il y a une partie qui passe par l'innovation technologique, notamment par exemple pour avoir des énergies non polluantes. Vous dites que l'histoire nous a appris comment faire sur les questions de santé. À quoi vous faites référence, par exemple, à la cigarette, au tabac? C'est ce genre de politique publique qu'il faudrait pour changer notre alimentation, par exemple? Je pense. On a déjà réussi à réprimer des risques historiquement. Le tabac est un risque qu'on sait faire baisser. Donc le tabagisme est en baisse dans le monde. La quantité totale de cigarettes fumées augmente par un effet purement démographique, mais le taux de tabagisme, c'est-à-dire le pourcentage d'une population qui fume, c'est quelque chose qui est en baisse. Je vais revenir après pour dire comment on l'a fait. La pollution de l'air dans les pays riches est en baisse aussi. Elle est en hausse dans le monde parce que les autres pays se développent, mais dans les pays riches, elle est en baisse. Ensuite, vous avez l'alcool qui est en baisse dans certains pays. Et vous avez le plomb qui a énormément baissé dans le monde en général et en particulier dans les pays riches. À chaque fois qu'on a voulu réprimer efficacement ces risques, ça a été fait par des interventions légales et par des interventions économiques. Donc les interventions légales, c'est la régulation. Et les interventions économiques, c'est la taxation. Ces interventions légales et économiques n'ont pas été faites contre les risques qui sont aujourd'hui en hausse et qui nous posent problème, comme par exemple la pollution chimique ou comme le risque alimentaire. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple du tabac, on a augmenté les prix des paquets de cigarettes, on a mis des taxes et on a fait des campagnes de santé publique pour expliquer que c'était pas bien. Alors, ça va plus loin que ça, la régulation, c'est-à-dire on a interdit de fumer dans certains lieux, on a interdit la publicité pour les cigarettes, on a interdit un packaging sexy des cigarettes qui donnait envie. Donc, on a interdit des choses qui poussaient les gens à fumer. Ça n'a pas été fait, donc ni la régulation n'est à la hauteur pour la pollution chimique, la taxation c'est pareil, il n'y en a pas, et pour l'alimentation, il n'y a pratiquement pas de régulation et il n'y a pratiquement pas de taxation. C'est-à-dire, vous dites finalement sur le paquet de Kit Kat ou la boîte de pizza surgelée, il faudrait le même niveau de taxe peut-être que celui sur la cigarette, il faudrait rendre ça plus difficile d'accès, beaucoup plus cher? Ouais, alors je vais donner des exemples qui sont des pistes. Pour la taxation, l'idée de départ, c'est que l'équation économique finale doit être neutre ou positive pour les gens. C'est-à-dire que si on leur dit juste qu'ils vont devoir payer plus cher, surtout en période d'inflation, ça ne passera jamais, je pense.
En revanche, si on leur dit ça va vous coûter le même argent, mais vous allez manger des produits plus frais et plus sains, voire ça va vous coûter un peu moins d'argent et vous allez manger mieux, je pense que c'est beaucoup plus susceptible d'être accepté. Quand on me dit oui, mais les gens aiment manger ces produits ultra transformés, la réponse que j'ai et à laquelle je crois, c'est tout le monde voudrait pouvoir bien manger. Je pense que les gens aujourd'hui prennent du plaisir à manger certains aliments qui sont mauvais pour la santé parce qu'ils ont été mis en condition de les apprécier, parce qu'ils n'ont pas réellement le choix, notamment en termes économiques, de manger autre chose. Donc je pense que par un jeu de taxes et de détaxes, voire de prix négatifs, c'est-à-dire on vous paye pour partir avec des fruits et légumes et pour sortir du supermarché avec des fruits et légumes, je pense qu'on peut créer une dynamique qui est largement différente de la dynamique d'aujourd'hui, qui est très claire, c'est que votre alimentation est largement déterminée par votre capital économique et social. Ça, c'est pour la partie économique. Mais sur l'alimentation, il y a des choses qui existent quand même, comme par exemple le Nutri-Score, qui certes n'est pas obligatoire. Est-ce que le fait d'inciter, en tout cas de montrer de manière très visible, même ma fille aujourd'hui, quand elle voit un paquet de gâteaux, elle me dit « Ah ben ça c'est eux, ça veut dire que c'est pas bien ». Donc il y a quand même aussi peut-être dans l'incitation, l'explication, la communication, des outils qui peuvent fonctionner. Oui, alors je vais commenter ça et puis après je vais revenir sur une régulation qui me paraîtrait être à la hauteur pour l'alimentation. Le Nutri-Score, c'est très bien. Bon, c'est une invention française. Serge Herberg est repris par Mathilde Touvier. Ils sont en train de le sophistiquer pour qu'il intègre aussi les éléments de transformation alimentaire. Il y a deux limites. La première, c'est que c'est pas obligatoire. Donc aujourd'hui, on pense que c'est à peu près 60% des produits alimentaires qui affichent un Nutri-Score. La deuxième limite, c'est que ça reporte encore sur les individus la responsabilité, ou plutôt la difficulté de naviguer entre les risques, et ça ne résout pas leurs problèmes économiques. C'est-à-dire que si les individus savent que tel produit est mauvais, si pour autant c'est le seul qu'ils peuvent se payer, leurs problèmes ne sont pas résolus, mais vous rajoutez de la frustration, voire de la colère. Donc je pense que c'est une partie importante, et de toute façon, c'est la moindre des choses que les gens sachent si ce qu'ils achètent à manger est bon ou mauvais pour la santé, mais ça ne remplace pas les autres parties de la solution qui me paraissent être déterminantes. Si je reviens sur la régulation, on peut envisager plein de choses qui sont, par exemple, d'interdire certains produits qui sont trop toxiques, ou surtout de limiter la concentration de certains composants dans l'alimentation. On pourrait tout à fait limiter la teneur en fructose, par exemple, qui est un sucre qui est particulièrement mauvais pour la santé, en disant on n'a pas le droit d'en mettre plus de telle quantité pour 100 grammes ou pour 200 grammes, peu importe. La régulation d'une quantité d'aliments, ça a déjà été fait. Je rappelle qu'à New York, plutôt dans plusieurs comtés de l'État de New York, il y avait eu une limitation dans la restauration collective des acides gras trans. Voilà, on a dit on n'a pas le droit d'en mettre plus de temps, c'est trop mauvais, c'est trop toxique. Alors ça a marché. D'abord, ça a marché parce que quand vous interdisez, les gens sont obligés de le faire, donc c'est immédiatement efficace. Et ensuite, la mortalité cardiovasculaire a baissé dans les comtés de cet État qui avait appliqué cette mesure légale ou réglementaire. Donc on pourrait le faire. On pourrait le faire, c'est quelque chose qu'on fait dans d'autres industries. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dans l'alimentation, qui est quand même quelque chose auquel les gens s'exposent 4 fois par jour ou 3 fois par jour. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont un peu plus soft, mais qui seraient aussi efficaces, surtout par un effet d'échelle, comme le fait de ne pas pouvoir faire de publicité pour les aliments qui sont trop mauvais pour la santé, comme le fait de ne pas avoir le droit de les vendre en face des écoles ou dans les enceintes sportives, comme le fait de réguler la proportion de l'espace qu'ils prennent dans un supermarché, parce que votre comportement d'achat, il est énormément déterminé par ça. Notre environnement sculpte notre comportement. Et donc, quand vous avez des produits qui sont ubiquitaires, vous allez naturellement avoir tendance à vous reporter dessus, plutôt que d'aller forcément au fond du rayon, tout en bas, dans un truc un peu caché, ou pour chercher ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas le temps, vous ne pensez pas, etc. Ça renvoie à un point que vous avez déjà évoqué, dont on a souvent parlé ici dans Chaleur Humaine, qui est la question de cet équilibre entre les gestes individuels et les efforts collectifs. On en a parlé ici avec la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier. Il y a un peu cette idée qu'il y a des fois des injonctions contradictoires dans ce qu'on dit au grand public, et quelque part le message de manger 5 fruits et légumes par jour, quand il s'affiche en bas d'une publicité pour des sucreries ou des gâteaux, on voit un peu la même chose aujourd'hui avec des publicités pour des très grosses voitures, avec écrit dessous il faut se déplacer moins parce que ça pollue moins. Il y a une forme de contradiction aussi dans le fait d'inciter à des comportements individuels plus vertueux, si à côté on a quand même des produits
qui, comme vous le dites, sont dangereux et qui sont en vente libre. Je pense qu'on peut même parler de provocation et d'hypocrisie dans un système comme celui que vous décrivez. Effectivement, ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années en matière de santé, c'est qu'on a laissé l'offre de risque prospérer et on a demandé à la demande de se contrôler, ce qui est illusoire, ce qui est injuste et ce qui de toute façon n'a pas marché. C'est-à-dire que laisser certains industriels de l'alimentation proposer des produits tentants, valorisés, un petit peu addictifs pour certains d'entre eux, et dire aux gens attention, il ne faut pas trop le faire, c'est incohérent. Et encore une fois, ça n'a pas marché. L'obésité est en baisse dans 0 pays dans le monde. Donc, le fait de laisser l'offre libre et d'attendre que la façon dont les gens s'exposent, c'est-à-dire la façon dont en fait les gens consomment ces produits, soit contrôlée, c'est quelque chose qui était déjà vicié à la base et qui a produit un résultat catastrophique, qui est la pandémie d'obésité mondiale. Alors là, on pourrait se dire, après tout, c'est un propos de médecin un peu mormon qui veut absolument qu'on vive tous en mangeant uniquement des poireaux et des asperges. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette discussion-là des gens qui peuvent opposer le fait de dire oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, bah oui, il y a des gens pour qui ça leur fait plaisir de manger des burgers ou des pizzas ou des sucreries. Je sais pas, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma fille qui avait 8 ans. Bah, ses copains, ce qu'ils voulaient, c'était manger des bananes en bonbons et des bouteilles de coca en bonbons. C'est-à-dire que ça demande aussi un changement culturel très fort de sortir de ce type d'alimentation en particulier. Et on pourrait même dire la même chose sur la pollution, notamment sur les déplacements et sur l'usage de la voiture. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ça est associé à un imaginaire de liberté. Alors, il y a déjà eu un changement culturel dans le sens d'une alimentation fraîche vers une alimentation transformée. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir un changement culturel dans l'autre sens. Avant, on faisait autrement. Ensuite, il y a une différence entre le fait de ponctuellement se livrer à ce type de plaisir ou en faire une exposition quotidienne. L'anniversaire, par définition, on m'a appris que c'était une fois par an. Donc, une fois par an, on mange des bonbons, je trouve pas ça spécialement grave. Moi, j'y prends pas de plaisir personnellement, mais c'est pas intéressant. Le problème, c'est quand les gens ne font que ça. Et encore une fois, ils ne font que ça pour des raisons qui sont des raisons tristes, souvent. C'est-à-dire, ils ne peuvent se payer que ça, ou ils n'ont pas d'autre plaisir que ça. Et ça, personne ne peut défendre raisonnablement. Je pense que c'est une liberté qui doit être préservée. Je pense qu'au contraire, les gens, ils doivent avoir la liberté d'acheter ce qu'ils veulent ou d'avoir les plaisirs qu'ils veulent. Et je trouverais ça méprisant, je sais que ce n'est pas ce que vous dites, de croire que ces gens-là ne pourraient trouver du plaisir qu'en mangeant des aliments qui vont écourter leur vie. Alors, on a beaucoup parlé de l'alimentation, mais on pourrait se poser un peu la même question sur la question de la pollution au sens large. Là aussi, c'est le même type de politique publique auquel vous pensez. Plus de taxation, par exemple, sur les voitures les plus polluantes, ou une interdiction, par exemple, ou sur certains produits chimiques, ou sur une partie de l'industrie chimique qui ne devrait plus pouvoir procéder de la même manière. Oui, bien sûr, l'industrie chimique n'est pas assez régulée. Aujourd'hui, vous avez la majorité des produits chimiques qui sont nouvellement commercialisés chaque année qui ne sont pas testés quant à leurs effets sur la santé humaine. Par exemple. Ah bah, vous savez, des produits chimiques sont ubiquitaires dans notre environnement. Ils sont dans les vêtements, dans les jouets, dans les dispositifs médicaux, dans les produits cosmétiques, dans les produits pour se laver, dans les produits ménagers. Ces produits ne sont pas testés quant à leurs effets sur la santé humaine. Donc, personne ne prendra un médicament qui aurait été aussi peu testé que ces produits, alors que ces produits exposent non pas seulement les gens qui ont une maladie, mais tout le monde. Le résultat est catastrophique. On s'en rend compte, comme Le Monde l'a traité, par exemple, récemment, avec ce que vous avez appelé les polluants éternels, qui sont les PFAS, qui sont des produits qui sont présents dans les objets du quotidien et qui causent des centaines de milliers de maladies et de morts chaque année dans le monde à travers les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si les PFAS avaient été testés correctement, comme quand on fait des essais cliniques avec des médicaments, par exemple. On ne demande pas des essais cliniques pour ça, mais qu'au moins il y a des études animales de qualité. Si ça avait été testé correctement, ça n'aurait jamais été autorisé. Une des autres critiques, et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, du discours que vous tenez, c'est le discours économique qui dit oui, mais regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont immédiatement intérêt à ce que on mette sur le marché des très grosses voitures, des aliments ultra transformés, des industriels, mais c'est aussi derrière des emplois. Et donc, ça pose une question d'une autre transition, c'est-à-dire que s'il faut sortir de ces modèles économiques-là, en fait, il faut aussi que ces gens-là puissent avoir du boulot et que tout ça se construise quand même sur le moyen terme. Oui, alors ma réponse la plus simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que ces industries, effectivement, créent de la valeur économique selon les standards actuels, c'est-à-dire le produit intérieur brut dont tout le monde peut reconnaître que c'est un indicateur qui est dépassé, mais il a le mérite d'être universel, facile à utiliser, mais il a des limites qui sont énormes.
Mais encore une fois, elles détruisent tellement de santé, tellement d'environnement et tellement de valeurs économiques de façon directe ou indirecte que je pense que c'est pas un argument qui tient énormément la route, en fait. Alors, votre dernier livre s'appelle « Le suicide de l'espèce ». Je disais, en rigolant au début, c'est un titre assez déprimant. Mais est-ce que vous, malgré tout, après avoir compilé toutes ces données, vous gardez quand même de l'espoir qu'on puisse aller dans la bonne direction ? Alors, moi, je suis biologiquement optimiste, mais les données aujourd'hui ne sont pas optimistes. Pour autant, ce que les données nous disent quand même, c'est qu'on peut le faire. Et l'argument économique, c'est un argument qui est très important, justement. Il y a Philippe Landrigan, qui est un pédiatre de Boston et un défenseur de l'environnement que j'aime beaucoup, m'a dit, tu sais, Jean-David, aussi triste que ce soit, on ne va pas bouger les leaders politiques avec des histoires de bébés morts, il faut leur parler d'argent. Et je pense qu'il a partiellement raison. Et effectivement, un argument majeur pour que les leaders politiques fassent évoluer, parce que, comme on l'a un peu dit implicitement depuis tout à l'heure, ce sont les leaders politiques qui ont les clés du changement. Les individus peuvent changer trop peu de choses et au prix de trop d'efforts pour que ça suscite la transition de modèle dont nous avons besoin. C'est exactement la même chose que ce que vous traitez tout le temps dans ce podcast sur la transition environnementale et climatique. C'est que le changement doit être systémique et les individus ne peuvent pas changer le système. Ce sont les leaders politiques et aussi évidemment les entreprises, mais parce que les leaders politiques les auront poussés à le faire, qui peuvent provoquer le changement à la taille et à la vitesse nécessaires. Et donc, je pense qu'il faut les convaincre qu'une autre économie est possible. Ouais. Mais après, je sors complètement de ma compétence d'épidémiologiste en vous disant ça. Pour autant, je ne suis pas le seul à le dire. Alors, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous demander comment ces questions se posent pour vous au niveau individuel. On a beaucoup parlé du rôle des politiques publiques, vous venez encore d'en parler, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il y a certaines actions individuelles qui ont plus de poids que d'autres ? Les actions individuelles, je pense, doivent être conseillées aux individus parce qu'elles vont avoir un impact quand même pour leur santé. Peut-être aussi parce qu'ils se sentiront mieux d'agir de telle ou telle façon. Mais une action individuelle qui est une des plus efficaces, c'est le vote. Et donc, vous savez qu'en démocratie, la santé est meilleure que dans les autocraties, pour plein de raisons que la théorie démocratique avait anticipées, mais que les faits ont validées. Et donc, effectivement, le but de faire savoir ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre, c'est que ensuite la pression soit exercée sur les leaders politiques pour qu'ils répondent aux attentes de leur population. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente qui est très forte, que les gens ont conscience que le modèle est devenu naturellement dysfonctionnel et qu'on peut faire autrement, mais la pression doit être importante sur les politiques pour que les politiques ne soient pas tentés de privilégier le court terme au long terme, par exemple. Et alors vous, à titre individuel, justement, sur votre alimentation, est-ce que vous avez renoncé au sucre, à la viande ? Est-ce que vous avez changé des choses, plus vous avez travaillé sur ces questions-là ? Alors j'ai peur de vous répondre parce que j'ai peur de faire savoir à quel point ma vie ne paraît pas enviable par rapport aux standards de beaucoup de gens. Et surtout, ça aurait l'air hyper arrogant de vous dire que ça n'est pas du tout une privation pour moi. Et en plus, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup la tentation de ce genre de choses. Donc oui, effectivement, je ne mange pas de sucre, je ne mange presque plus de viande rouge, mais de façon plus large, je ne prends plus l'avion, j'ai pas de voiture, je chauffe pas chez moi, j'achète pas de nouvelles choses, ça m'intéresse pas. Mais honnêtement, j'ai pas de mérite. C'est juste que ça me fait pas envie. Et je comprends très bien que ça fasse envie à plein de gens. Et je pense qu'il y a donc un travail sur les images pour que les gens aient spontanément envie d'avoir des activités, y compris quotidiennes, qui soient un petit peu différentes, mais qu'on leur raconte aussi clairement une histoire cohérente dans laquelle on va vers un monde qui soit de meilleure qualité pour eux et surtout pour leurs enfants. Merci Jean-David Zetoun. Merci Nabil. J'ai appris beaucoup de choses dans cette discussion avec Jean-David Zetoun. Et j'y vois même une lueur d'espoir pour mettre en œuvre des politiques climatiques dont nous avons toutes et tous cruellement besoin. Le premier point que je retiens, c'est cette idée que les risques auxquels on est confronté, ils sont provoqués par nous-mêmes. La pollution chimique et l'obésité, ce ne sont pas des causes naturelles de maladies. 9 millions de morts de la pollution chaque année, 5 millions pour l'obésité, c'est colossal. Mais c'est nous qui avons créé ces risques et qui continuons de les alimenter. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire machine arrière sur ce système qui nous tue à petit feu. Et même si ça veut dire que je dois renoncer à m'injecter régulièrement dans l'estomac des éclairs au chocolat. Et en fait, cette réflexion-là, elle me fait immédiatement penser à l'épisode avec Nicolas Bricas sur la question de l'alimentation, sur le fait de réformer notre modèle agricole. Parce qu'au fond,
Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble une agriculture qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour le climat? Eh bien, en fait, ça veut dire moins de produits chimiques, moins de pesticides, une alimentation plus végétale, avec moins de viande dans nos assiettes, et puis une industrie agroalimentaire qui respecte le vivant. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Le réchauffement climatique n'est pas encore aujourd'hui le plus grand danger qui pèse sur la santé humaine. Mais il a toutes les chances de le devenir si on continue sur cette trajectoire. C'est ce que j'ai mieux compris en parlant avec Jean-David Zetoun. Le changement climatique, en fait, c'est comme un multiplicateur de risques. La pollution de l'air plus la montée des températures, on multiplie par 3 les maladies cardiovasculaires. Il faut aussi compter sur les conséquences sur la santé mentale, le manque de sommeil, le risque d'accident. Tout ça va être aggravé par la montée des températures dans beaucoup de régions du monde, y compris en France. La troisième chose, et c'est pour moi la plus importante, c'est qu'il est prouvé scientifiquement qu'améliorer la santé des humains et combattre le changement climatique, c'est possible et c'est souhaitable. En menant des politiques de santé qui sont bonnes pour nous, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut le prendre dans l'autre sens, en développant des politiques climatiques, on améliore la santé globale. Alors c'est vrai, se débarrasser du pétrole, du gaz, du charbon, c'est un chemin épineux dont les effets ne sont pas pour tout de suite. Par contre, si on limite la place de la voiture en ville, si on réglemente les produits ultra transformés, si on interdit les produits chimiques nocifs, on aura des améliorations immédiates. Et ça, je trouve que c'est un argument assez convaincant pour nous inciter à agir vite. Un mot peut-être pour finir. Comme sur d'autres sujets abordés dans ce podcast, la question démocratique me semble ici essentielle. Finalement, qui a intérêt à ce que les politiques de santé et climatiques n'avancent pas? Aucun d'entre nous. Par contre, certains groupes, dans le secteur automobile, dans l'agroalimentaire, certains groupes pétroliers, certains groupes du secteur bancaire, ils peuvent réaliser à court terme des bénéfices importants sur le dos de politiques qui sont mauvaises pour la santé et pour le climat. On l'a abordé dans un épisode récent avec la chercheuse Hélène Landemort, cette question des lobbies, cette question démocratique. Comment faire pour avoir une mobilisation collective et une pression citoyenne très forte pour ne pas faire dévier nos politiques de ce chemin? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais comme toujours, je suis preneur de vos avis et de vos retours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. Si vous souhaitez assister à un épisode en public de Chaleur Humaine, c'est possible. Le prochain est le 4 juillet dans les locaux du Monde à Paris, et vous pourrez aussi y assister à distance. On y parlera de l'adaptation au changement climatique en se demandant si la France est prête à faire face aux défis prévisibles avec la géographe Magali Reguezza et le conseiller de Paris Alexandre Florentin. Pour s'inscrire, rendez-vous sur la rubrique Atelier du site du Monde. Comme toujours, je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques et asperges vertes au parmesan sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Comme vous le savez désormais, Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Tous les mardis, j'essaye de répondre à vos questions sur le défi climatique. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.